Bon, ok. Alors, bonsoir à tout le monde. Je dois un grand merci à mon amie et collègue importante, Cristina Jarque, parce que, encore une fois, elle nous invite dans une gentillesse, une éthique, un savoir analytique qui existe de moins en moins dans le domaine. En plus de sa conférence, de ce que j'ai pu comprendre de l'espagnol, j'ai compris que tu as parlé de la pulsion olfactive. Voilà, donc j'aimerais bien avoir la traduction en français ou enfin on parlera, parce que je trouve très important, tout autour de la pulsion olfactive. Voilà, donc un grand merci aussi à Pedro Jarque pour sa gentillesse, parce qu'il est toujours là pour sauver la situation. Et donc, pour moi, c'est un grand honneur que je suis invité à Toledo et chez vous. Donc, merci beaucoup. Alors, je reprends ma présentation. La pulsion invocante à l'épreuve de la pulsion de mort. Pas de voix pour la fin. En commençant ma présentation, je voudrais... Non, je commence, excusez-moi. La pulsion invocante à l'épreuve de la pulsion de mort. Pas de voix pour la fin. Avec ce titre, je pose tout de suite la question de la voix et de la fin. D'une certaine manière, je cherche à donner une voix à la fin, mais sans oublier ce qui se pose comme problématique de la fin, en tant que notion. Je dis bien notion psychanalytique, dans le sens que Freud donne au mot fin, plus particulièrement de le titre de son écrit de 1937, L'analyse finie et l'analyse infinie. Dans ce sens, on peut dire que la fin devient une notion qui noue plusieurs questions et problématiques théorico-cliniques, donnant le germe pour un grand nombre de champs d'hypothèses, parmi lesquels un champ d'hypothèses nourri par la pulsion invocante, la voix et la fin. La pulsion de mort, dans sa dialectique éternelle avec la pulsion de vie, Eros, est la pulsion qui, selon Freud, pousse le sujet vers une tension à l'inorganique, à l'inanimé, à une séparation d'avec sa propre tension vers l'organique. Quant à Lacan, il donne une raison de structure, dit-il dans son séminaire 11, pour séparer la pulsion scopique de la pulsion invocante. Lacan évoque le fait qu'entre les yeux qui peuvent se fermer et les oreilles qui restent toujours ouvertes, le se faire voir s'indique d'une flèche qui revient vraiment vers le sujet, alors que le se faire entendre va vers l'autre. La voix est d'ailleurs pour Lacan cet objet petita qui inconsciemment est destiné à être perdu. La voix comme objet petita, dans les séminaires 10, est destinée à être perdue à chaque fois que quelqu'un ouvre la bouche, ou, pour être plus précis, à chaque fois que l'angoisse devient la seule traduction subjective de cet objet. Dans les séminaires 11, la voix est l'un des objets pulsionnels, voix, regard, sang, excrément, qui canalise l'air du désir, le d'où ça vient, mais aussi le destin d'un désir. Et elle est soumise à l'angoisse et à l'impatience du sujet. La voix, en tant qu'objet petita, est un élément de la structure dès l'origine. C'est donc comme élément originel, mais aussi destinal, que la voix sera évoquée ici. Entre l'origine et le destin, il y a toujours des fins et des finalités. Des fins et des finalités comme lieu d'angoisse. En ce qui concerne la voix, cet objet qui ne trouve son caractère pulsionnel que par une projection hors du sujet, chaque fois qu'il y a une ouverture de la bouche, il y a en même temps, schématiquement parlant, l'ouverture du risque d'une perte. Mais il faut bien le noter, il s'agit du risque d'une perte constitutive pour le sujet. Je parle dont je risque.
je parle, donc j'existe. Mais qu'est-ce qui se passe quand, face à n'importe quelle angoisse de fin, face à n'importe quelle angoisse de limite ou de terminus, le grand autre ne répond pas et donc je n'ai aucun retour de sa voix, faisant suite à ma voix. Qu'est-ce qui se passe quand le substrat corporel de la voix, comme organe et la communication verbale qui la prolonge, dont l'élément du sens et du social, reste en mode muet? Qu'est-ce qui se passe lorsque la voix rompt les amarres de la signification, bascule dans un cri muet, dans une plainte silencieuse? Qu'est-ce qui se passe quand le silence vient mordre la sensibilité, comme dit Platon dans la République, par rapport au thrinos, ou par rapport au minirisme, le déclin, le trépasse de la voix, des oiseaux qui souffrent, comme écrit notre grand écrivain Papadiamadis dans son livre autobiographique, Le derviche déçu. Il s'agit d'un silence qui mord la sensibilité de celui qui n'écoute qu'une non-réponse. C'est la dimension corporelle, ce qui est aussi davantage du côté de la tension et de l'angoisse que du côté de la beauté et de l'apaisement. Quand la pulsion évocante se met à l'épreuve de la pulsion de mort, le sujet récepteur d'une non-réponse se met dans un état d'âme où la pulsion scopique et la pulsion évocante se mêlent comme elles ne sont jamais mêlées. En d'autres termes, puisqu'il n'y a rien à entendre dans la non-réponse de l'autre, l'imaginaire prend le dessus, poussant le sujet à écouter et à entendre ce qu'il voit, c'est-à-dire ce que son état d'âme lui permet de projeter imaginairement dans son champ d'écoute. Et la voix semble se trouver au carrefour de ce mélange pulsionnel, comme asphyxiée par un terminus inattendu. Avec ce terme de terminus inattendu, je vais montrer la mauvaise surprise devant laquelle peut se trouver un sujet qui, au lieu d'entendre la réponse de l'autre, dans telle ou telle succession linéaire, se trouve face à un continuum fantasmatique inhabituel qui serait dévalorisé, éreinté. Mon hypothèse, c'est que quand ce continuum fantasmatique peut être dévalorisé ou éreinté, la voix du sujet, exotérique ou ésotérique, vocale ou fantasmatique, semble perdre son propre timbre, son identité sonore, qui est affectée par l'agonie extrême, agonia, c'est-à-dire l'agonie, c'est agonie, c'est-à-dire ce qui ne peut pas donner naissance, du gonos, voilà. Donc agonia, l'angoisse, en grec, c'est ce qui ne peut pas donner naissance. L'angoisse de pouvoir perdre la vie. Métaphoriquement, je dirais que ce n'est pas seulement les yeux qui peuvent être fermés, mais les oreilles aussi. C'est comme s'il y avait un moment où le se faire entendre, au lieu d'aller vers l'autre, faisait chemin de retour et poussait le sujet à écouter le rien ou encore son propre rien. J'essaie ainsi de poser la question de la fin comme non-réponse du grand autre et la question de l'absence de la voix dans le silence comme possibilité d'imprimer vocalement cette fin. En d'autres termes, il s'agirait d'une fin sans finalité, une fin qui ne peut ni finir ni redémarrer. C'est là où vraiment la pulsion invocante se met à l'épreuve de la pulsion des morts. Symboliquement, je dirais qu'il s'agit d'un passage du par-l'être à l'être de l'écoute. Je dirais même qu'il s'agit d'une certaine mélancolie de l'entendre. Il ne s'agit pas ici de l'être parlant qui craint, qui rêve ou imagine la mort. Il s'agit d'un être de l'écoute pétrifié par la non-réponse de l'autre, comme s'il n'arrivait même pas à croire que ça pourrait arriver. Comme si cette non-réponse déchirait le sujet, l'empêchant d'inscrire la percée dans les continuums fantasmatiques. Schématiquement, je dirais que c'est comme si le sujet disait « il, elle ne me répond pas, donc je suis mort ». Si la voix comme objet d'État se mobilise différemment selon qu'il s'agisse du logos ou du corps,
selon qu'il s'agisse de la jouissance du sexuel ou de la jouissance de la mort, la non-réponse comme une fin infinie pétrifie les sujets de façon à ce qu'ils ne puissent plus matérialiser l'écart des jouissances ni séparer ce qui est du côté du désir de ce qui est du côté de la stagnation. Si le par-l'être se reproduit dans le ratage de ce qu'il veut dire tout comme dans le ratage de ce qu'il veut attendre, la non-réponse de l'autre bloque le ratage d'une jouissance effective, ce qui fait qu'il n'y a plus du malentendu des jouissances. Et quand il n'y a plus de malentendu des jouissances, le sujet ne peut jouir sexuellement et on peut imaginer le fait de l'absence d'un malentendu des jouissances sur le logos, sur le corps et sur la voix. Il y a plusieurs paradigmes où la pulsion invocante se met à l'épreuve de la pulsion de mort. Il y a plusieurs paradigmes où la non-réponse de l'autre immobilise ce qui pourrait être un malentendu vital dans le passage de la jouissance entre le logos et le corps. C'est le cas même de l'analyse, de la psychanalyse, qu'il s'agisse ou pas de sa fin, quand l'insistance du désir de l'analysant raconte l'insistance de la non-réponse du côté de l'analyste, ou inversement. C'est le cas d'une insistance à vivre et à garder l'autre et son propre désir vivant, quand la mort réelle se réveille dans le champ du non négociable. C'est le cas des sujets qui flirtent avec une certaine alternance du traumatique, sans jamais arriver, via les clés du deuil, à trouver ouverte la porte du trauma comme destin. C'est le cas de l'amour, où la pluralité des jouissances et des désirs pousse vers l'autosuffisance. Je dirais en somme que la non-réponse de l'autre pousse le sujet de la demande à être fixé dans l'énigme du silence éternel. Cette énigme du silence éternel donne à la voix le statut d'un objet vital et à la pulsion invocante un statut d'agent entre le refus et l'acceptation de ce qui est appel et de ce qui est réponse. Autrement dit, le silence éternel est une énigme puisqu'en même temps ça continue, ça crie, ça hurle. D'une certaine façon, le sujet est appelé inconsciemment à refuser et en même temps à accepter une certaine demande. Il est appelé à mesurer la demande de l'autre, maternelle puis paternelle, pour ne pas tomber sur l'immensité ou l'éternité, pourrait-on dire, de cette même demande. Ce statut du sujet renvoie bien entendu au tout premier moment de la vie du bébé ou du jeune enfant, et là c'est une référence à Gérard Pommier. Il est appelé à mesurer la demande de l'autre, maternelle puis paternelle, pour ne pas tomber sur l'immensité ou l'éternité, pourrait-on dire, de cette même demande. Ce statut du sujet renvoie bien entendu au tout premier moment de la vie du bébé ou du jeune enfant qui reçoit le premier coup d'un traumatisme subjectif inclus dans la division psychique du cri entre les sons et les sens. Tout ce qui est refoulé comme sensation, comme par exemple la voix de l'autre, ce doudou vocal, les premières représentations vocales font état du retour du refoulé pour équilibrer la pulsion invocante entre la demande et la réponse, entre la mesure et la démesure vocale. D'une manière plus générale, on peut dire que nous perdons des jouissances de notre corps pour pouvoir parler et arriver à entendre l'autre. De ce point de vue, la non-réponse de l'autre renvoie les sujets, récepteurs d'un refus à jamais, à retrouver le refoulement originaire, cette perte importante des jouissances du corps, et à s'exiler à nouveau pour ne rien entendre ou n'entendre que son propre rien. On pourrait ajouter ainsi que quand la pulsion invocante se met à l'épreuve de la pulsion des morts, et le sujet de la demande, je trouve, face à la non-réponse de l'autre, il s'établit une fin même du sens au profit d'une retrouvaille avec la jouissance du corps perdue originairement. C'est vers cette jouissance perdue originairement que le sujet retourne pour entendre à nouveau le tout premier son hâtivement refoulé et s'exiler pour entendre la voix d'une fin et sa promesse de renaissance. Voilà. Merci.